Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Le retrait des rebelles Touaregs dans la ville de Léré, dans le nord du Mali. Ils affirment y avoir pris le contrôle de 2 bases militaires après des affrontements avec l'armée malienne dimanche. Nous aborderons également avec notre correspondant régional Serge Daniel l'accord conclu par des pays du Sahel. Décryptage à suivre. La situation des migrants à Sfax en Tunisie, alors que les autorités tunisiennes reçoivent des fonds de l'Union européenne pour prendre en charge leur transit, un grand nombre d'entre eux sont chassés des grandes villes, éloignés du littoral et livrés à eux-mêmes dans des zones rurales. La correspondance à Tunis dans un instant. Et puis à la fin de ce journal, nous irons au Soudan. Le pays est ravagé par la guerre et les populations qui ont fui n'arrivent pas à avoir des nouvelles de leurs proches. Sans Internet ni téléphone, ce sont les lettres manuscrites qui ont refait surface. Elles sont acheminées par des chauffeurs de taxi. La situation est tendue au Mali. De nombreux affrontements ont opposé dimanche dans le nord du pays l'armée et les rebelles Touaregs. Des rebelles qui disent avoir pris le contrôle de 2 bases militaires situées dans la ville de Léré avant de s'y retirer. Axel Simon. Les images de ces affrontements ont été captées dimanche aux abords et dans le camp militaire de Léré, au nord du Mali. Des combats qui ont opposé l'armée malienne aux rebelles majoritairement Touaregs. La coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA, a revendiqué le raid dans ces 2 bases situées dans cette ville de Léré dont ils se sont ensuite retirés. La semaine dernière, le CMA s'était aussi emparé brièvement du camp militaire de Bourem avant d'être repoussé. Ces affrontements sont un revers pour l'armée malienne qui doit faire face à l'ouverture d'un nouveau front. Il y a un deuxième front. Donc il y avait déjà le front avec les djihadistes, contre les djihadistes, à la fois ceux de Daesh et ceux de Al-Qaïda ou rattachés à ces organisations. Déjà une situation qui se dégradait sur le plan sécuritaire du fait d'une intensification de l'activité terroriste. Et maintenant, un deuxième front vient de s'ouvrir avec les signataires de l'accord de paix de 2015, un accord qui devait réconcilier les anciens rebelles Touaregs avec les autorités maliennes. Il y a quelques jours déjà, la coordination des mouvements de l'Azawad s'était déclarée en guerre contre la junte de Bamako. Cet accord dit d'Alger, censé mettre en place une trêve, n'a été que partiellement appliqué. Signé en 2015 entre le pouvoir central, des milices pro-gouvernementales et la CMA, il avait permis à l'époque de mettre fin à plusieurs années de conflit. Enjeu central, le contrôle de cette région du nord du pays. Rebelles Touaregs, djihadistes et forces armées maliennes se disputent la gestion de ce territoire. Des tensions relancées par l'arrivée au pouvoir de la junte, le retrait de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix de l'ONU réclamée en juin, et l'apparition d'un nouvel acteur, le groupe Wagner. Et puis les militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont signé la charte du Liptako Gourma. Son but, créer des systèmes de défense collective et d'assistance mutuelle. Écoutez notre correspondant dans la région, Serge Daniel, il nous explique que cet accord n'est pas tout à fait nouveau. L'autorité du Liptako Gourma a été créée en 1970 par 3 pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est que ces 3 pays membres du Liptako Gourma décident de créer une alliance, l'alliance des États du Sahel, mais une alliance de défense. Concrètement, par exemple, aujourd'hui, il pourrait avoir une intervention militaire contre la junte nigérienne pour établir l'ordre constitutionnel. Eh bien, si cette intervention a lieu, les pays, le Mali et le Burkina Faso peuvent dire « nous allons au secours du Niger pour défendre le Niger ». Autre exemple, aujourd'hui au Mali, il y a une rébellion naissante contre le pouvoir central de Bamako. Les combats ont repris et à ce moment-là, le Niger et le Burkina Faso peuvent dire « oui, en vertu des accords que nous avons signés avec le Mali, au nom de l'Alliance des États du Sahel, nous allons défendre le Mali ». Au total, il y a 17 articles que comporte cette charte de défense, mais il faut le dire, c'est essentiellement une charte pour le moment sur papier. Les 3 pays sont des pays enclavés, n'ont pas beaucoup de moyens, et par exemple, la façade maritime qui aurait pu servir à ces pays ne fait pas partie du trio. Je vais parler de la Guinée qui est également dirigée par une junte.
Alors que la crise migratoire s'accentue sur l'île italienne de Lampedusa, en Tunisie, les autorités ont du mal à empêcher les départs. À Sfax, dans l'est du pays, les autorités doivent aussi gérer les migrants subsahariens en situation irrégulière. À Sfax, donc, elles les ont chassés loin du littoral, vers les zones rurales où ils sont livrés à eux-mêmes. La correspondance de Lilia Blaise. C'est avec un grand déploiement sécuritaire que des opérations des autorités tunisiennes ont été menées ce week-end dans la ville de Sfax, à l'est du pays, mais aussi au large de l'île de Kerkena. Alors à la fois pour intercepter des tentatives de migration irrégulière vers l'Italie, mais aussi sur le sol au niveau du centre-ville de Sfax, où plusieurs centaines de migrants subsahariens qui vivaient dans des parcs publics de la ville depuis des mois se sont retrouvés évacués de force vers des villages aux alentours de la ville. Alors aujourd'hui, la société civile tunisienne, qui avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur le sort de ces migrants, se dit très inquiète. Donc les migrants ils sont transférés dans des localités rurales à Sfax. Donc en disant que dans ces localités, il y a un camp humanitaire pour accueillir les migrants. Malheureusement, donc, les migrants ils ont été laissés dans les champs d'olives sans aucune aide humanitaire ou bien assistance humanitaire. Donc il y a parmi eux, il y a des femmes, il y a des enfants et aussi même des demandeurs d'asile. Donc c'est une décision purement sécuritaire, donc il n'y a pas aucune coordination même avec le Croissant Rouge. Normalement, ce genre d'opération doit avoir une présence des ONG pour faire l'assistance humanitaire donc, aux migrants et surtout les situations les plus vulnérables. Cette crise migratoire en Tunisie intervient en plein débat européen sur la migration irrégulière, puisque la Tunisie avait signé en juillet dernier un accord pour lutter contre la migration irrégulière avec un soutien de 105 millions d'euros, un soutien qui devrait être surtout sous forme d'équipement ou de formation, mais dont les modalités sont encore en cours de négociation actuellement. En Guinée, le président de la transition a quitté Conakry ce lundi pour les États-Unis. Le colonel Mamadi Doumbouya doit prendre part à la 78e session des Nations Unies. Ce déplacement intervient alors que le climat politique reste très tendu entre la junte et les principaux acteurs politiques. Des partis qui appellent d'ailleurs à une manifestation devant le siège des Nations Unies pour dénoncer la gestion de la transition. Ce nouveau renvoi dans le procès de Salomon Idi Kalonda en République démocratique du Congo. Le conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi, accusé d'avoir des liens avec les rebelles du M23 et d'atteinte à la sûreté de l'État, avait été interpellé en mai par les renseignements. Le tribunal militaire de Ndolo a renvoyé l'audience au 25 septembre. Le compte-rendu à Kinshasa avec notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. C'est entouré de ses 21 avocats que Salomon Idi Kalonda est arrivé à la cour militaire de la prison de Ndolo. À la barre, le bras droit de Moïse Katumbi a qualifié ce procès, je cite, de procès de la honte. Ses avocats ont ensuite pris la parole et pour la défense, l'objectif est double. D'abord, démontrer que la cour militaire n'est pas compétente pour juger un civil comme Salomon Idi Kalonda. Ensuite, demander l'annulation des procès-verbaux dressés au niveau des renseignements militaires. Car selon le collectif des avocats de Salomon Idi Kalonda, ces procès-verbaux ne sont pas légaux. Les procès-verbaux établis lors de son interpellation et sa détention irrégulière par les renseignements militaires qu'on appelle communément des MIAP, parce qu'ils ont été établis en violation de toutes les réglementations, de toutes les lois de notre pays et encore de notre constitution, ce d'autant plus qu'il est en plus resté en détention illégale sans accès à l'avocat au-delà de toutes les durées prévues par la loi. Nous sommes dans une affaire politique. Pour rappel, la cour militaire accuse Salomon Idi Kalonda de trahison et d'atteinte au secret de la défense nationale. Elle l'accuse notamment d'avoir entretenu des contacts avec des membres du M23 et avec un conseiller du président rwandais Paul Kagame dans le but d'engager des hostilités contre la République démocratique du Congo. Alors pour ces infractions, Salomon Idi Kalonda encourt la prison à perpétuité. La cour militaire a renvoyé le procès pour la deuxième fois. L'audience reprendra le 25 septembre. Que s'est-il passé ce week-end en Somalie? Les Chebabs revendiquent une attaque sur l'armée éthiopienne qui aurait fait, selon leur organe de propagande, 167 morts. Mais l'Éthiopie dément. Une attaque a pourtant bien eu lieu. C'est ce que nous explique notre correspondant dans la région, Bastien Renouille.
Ce que l'on sait, c'est que les convois qui ont été attaqués sont entrés dans la région de Bakoul depuis l'Éthiopie samedi matin, avant d'être attaqués, semble-t-il, durant la nuit de samedi à dimanche. J'ai pu voir des vidéos publiées par les médias de propagande du groupe terroriste islamiste Al-Shabaab. Elles montrent des soldats éthiopiens morts, allongés sur le sol. Elles montrent des véhicules qui ont été capturés par Al-Shabaab. Et ces vidéos affirment que 167 soldats de l'armée éthiopienne ont été tués. Mais voilà, il est impossible de confirmer ce chiffre puisque Al-Shabaab exagère systématiquement le nombre de morts lors de ces offensives. Et l'armée éthiopienne et somalienne ont refusé de donner des chiffres exacts quant au nombre de victimes. En revanche, ils ont affirmé, les Somaliens, à certains journalistes somaliens, qu'une cinquantaine de membres du groupe terroriste ont été tués lors de l'offensive. Alors pourquoi l'armée éthiopienne est-elle présente sur le sol somalien à l'heure actuelle? Eh bien, elle participe à la mission de l'Union africaine pour lutter contre le groupe terroriste islamiste. Et il y a à l'heure actuelle une offensive contre le groupe Al-Shabaab qui est en cours. Elle a démarré en août 2022. Elle entre dans sa deuxième phase. L'objectif, c'est d'attaquer le sud du pays, une région que contrôle le groupe islamiste depuis des années. Et puis on vous parle ce soir du désespoir des populations au Soudan. Sans Internet ni téléphone depuis des mois, beaucoup n'ont trouvé qu'un seul moyen pour communiquer avec leurs proches, les lettres manuscrites. Elles sont acheminées par des chauffeurs de taxi collectifs. Caroline Lambolé. Comme une bouteille à la mer, Ahmed envoie une lettre à ses proches, restés coincés à Niala. La capitale du sud Darfour est toujours en proie à de violents combats. Et c'est désormais l'unique moyen pour leur donner des nouvelles. Déjà au début des combats, on avait du mal à contacter les gens dans d'autres quartiers à l'intérieur même de Niala. J'ai pu appeler chez moi pendant 5 ou 6 secondes, puis la ligne a coupé. Parfois une lettre met une semaine à arriver, et même s'ils la reçoivent, rien ne garantit qu'ils pourront en envoyer une à leur tour. La route qui mène à Niala est semée d'embûches. Et à l'intérieur de la ville, les combats ont ravagé les infrastructures, y compris les réseaux d'eau, de téléphonie et d'électricité. Après la coupure des télécommunications entre les États du Darfour oriental et du Darfour sud, on a commencé à recevoir un grand nombre de lettres et de messages rédigés par les proches des habitants de ces régions. Nous envoyons des chauffeurs porter ces messages. Le plus souvent, le destinataire rédige immédiatement une réponse et la remet au chauffeur avant qu'il ne reparte. Des dizaines de milliers de personnes sont restées à Niala, mais beaucoup ont fui les combats. En août, environ 50 000 personnes sont parties en l'espace de 10 jours, selon l'ONU. La semaine dernière, 39 civils, pour la plupart des femmes et des enfants, auraient été tués par des tirs de roquettes. On part à présent au Bénin où le Kuta Maku fait désormais partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces châteaux forts traditionnels qu'on appelle Tatasomba sont situés dans le nord-ouest du Bénin. Le site est également connu pour ses rochers sacrés, ses forêts et ses espèces végétales. La partie togolaise, le pays Tam-Berma, était depuis plusieurs années inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, on va se quitter sur ces belles images. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.